Le handicap et l'emploi, comment passer des intentions à l'action? On en parle sur ce plateau installé au cœur de la fête des métiers et de l'alternance organisée par le MEDEF Île-de-France avec deux invités sur le plateau. Anne-Cécile Richard, vous êtes déléguée régionale KEOPS Île-de-France, réseau des Cap Emploi. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Arnaud Lévesque, vous êtes directeur régional de l'AGFIP Île-de-France. Merci également d'être avec nous. Alors évidemment, on va parler handicap ensemble, de l'image qu'on a et de comment les personnes en situation de handicap sont intégrées dans les entreprises. La première question que j'ai envie de poser, c'est à vous, Arnaud Lévesque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque encore le plus l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap ? Alors j'allais vous dire qu'au niveau du recrutement, il y a encore des stéréotypes qui sont très forts. Handicap rime souvent avec manque de productivité, absentéisme, difficulté éventuellement d'intégration, besoin de faire un aménagement de poste. Et hélas, c'est encore très présent dans l'esprit des recruteurs, ce qui évidemment ne favorise pas l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Alors vous dire évidemment que 80% des handicaps sont non visibles, qu'une personne sur deux qui accède à l'emploi n'a pas forcément besoin d'un aménagement de poste. Une fois que je vous ai dit ça, normalement, ça devrait simplifier l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Anne-Cécile, pour rebondir sur la réponse d'Arnaud Lévesque, est-ce que le principal frein aujourd'hui vient des recruteurs ou de l'autocensure des candidats eux-mêmes ? Ce serait trop simple de dire que ça vient d'un côté ou de l'autre. Je pense que l'histoire du recrutement, quel qu'il soit, c'est la rencontre en fait entre l'offre et la demande. C'est vrai que dans tous les recrutements, tout le monde a envie de la situation idéale et recherche parfois le mouton à 5 pattes. La question du handicap quand elle s'invite ou de la difficulté de santé, c'est un sujet complémentaire qu'il faut pouvoir intégrer dans le projet professionnel et aussi bien du côté du candidat lui-même quand il va se préparer à faire sa recherche de projet et d'emploi, et aussi du côté des employeurs. Et je pense que le sujet, on a oublié peut-être un tiers encore sur lequel on peut agir. Ce sont ce qu'on appelle les prescripteurs ou les orienteurs de la formation. Donc quand on parle d'accès au premier emploi, c'est les familles elles-mêmes qui peuvent être un accélérateur ou parfois un frein à certains métiers qui pourtant recrutent auprès de leurs jeunes. Et également tous les professionnels de l'emploi, là quand on est en déroulé de carrière, qui doivent aussi en permanence connaître les nouveaux métiers, les nouvelles filières métiers, etc. Donc c'est pas que l'histoire des employeurs et des personnes elles-mêmes, c'est aussi l'histoire des familles et des prescripteurs des nouveaux projets. Je suis candidat, je suis porteur d'un handicap. À quel moment je parle de mon handicap aux recruteurs? Déjà, est-ce que je suis obligé d'en parler tout de suite? Alors non, il n'y a évidemment pas d'obligation de déclarer sa situation de handicap au moment du recrutement. Après, il faut se poser la question, le poste que je vais... sur lequel je souhaite accéder, est-ce que effectivement je peux le réaliser avec mon handicap sans difficulté, ou est-ce que je vais rencontrer des difficultés? Et dans ces cas-là, moi j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux jouer carte sur table, sinon l'employeur aura eu l'impression qu'on lui a menti au départ, qu'on lui a pas donné toutes les bonnes informations. Mais il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment il n'y a pas de bon moment, c'est chacun le ressent ou pas. Moi je dis, sauf si effectivement pour exercer le poste de travail on a vraiment besoin d'un aménagement de poste. Là, de mon point de vue, il faut plutôt le dire. Alors, aménagement de poste, justement, égale coût. Est-ce que c'est vrai? Accueillir une personne en situation de handicap, est-ce que ça coûte cher pour les entreprises? Est-ce que c'est un vrai frein? Alors, en complément de ce que précisait Arnaud, c'est vrai que les adaptations des situations de travail, d'abord, elles sont multiples. Donc, il y a le matériel, mais il y a également l'organisation de travail. Donc, ça peut être aussi une aide humaine, ça peut être aussi un temps partiel ou un temps aménagé. Et donc, l'histoire du coût, déjà, n'est pas le même selon les situations. Il faut savoir également que le coût, si on peut parler en tout cas d'achat de matériel ou de coût de ressources humaines en complément, d'abord, il s'installe aussi en complément des obligations réglementaires. Les questions de la sécurité au travail, les questions de l'accès aux personnes à mobilité réduite, aujourd'hui, la loi le prévoit. Donc déjà, c'est en complément de tout ça.
Après, on a des aides et services qui peuvent aider les entreprises, les employeurs, publics comme privés d'ailleurs, à répondre à ces obligations complémentaires par rapport à l'accueil d'une personne en situation de handicap. Ça peut être les services effectivement de Cap Emploi dans la mise en place de solutions d'aide et services, mais bien sûr on agit en complémentarité et avec nos collègues de l'AGFIP pour les employeurs privés et du FIP pour les employeurs publics qui peuvent aussi accueillir des alternants en l'occurrence ou des gens. Et donc c'est un travail collectif en fait. Donc le coût va se mettre là-dessus, tout en ayant aussi en tête qu'on doit être toujours dans une logique d'aménagement raisonnable. C'est-à-dire que l'aménagement raisonnable, c'est pas refaire tout l'intérieur de l'entreprise pour qu'il n'y ait plus que la personne handicapée, si je voulais caricaturer, qui puisse travailler, et plus les autres collègues. Voilà, donc il y a déjà ça. Il y a le coût, il ne faut pas que ce soit un coût tel que ça coûte plus cher que finalement l'ensemble du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc volontairement, je force le trait, mais on a quand même cette notion de coût raisonnable. Et pour les personnes en situation de handicap en particulier, on a aussi les aides qui sont prévues par les services de l'État et de la MDPH, qui sont la prestation compensatoire au handicap, qui vont aussi entrer en jeu de ce projet en fait, d'aménagement. Arnaud Lévesque. Juste un petit complément par rapport à ça. Moi, je vais plutôt être rassurant. À nouveau, une personne sur deux n'a pas besoin d'aménagement de son poste de travail. Donc déjà, c'est quand même 50%. Et puis, le coût moyen aujourd'hui d'un aménagement d'une situation de travail en Ile-de-France, c'est à peu près 3 000 €. D'accord. Donc vous voyez, et j'allais dire à 95%, pour pas dire 100%, c'est pris en charge intégralement par l'AGFIP pour les entreprises privées. Donc je pense qu'il ne faut déjà pas se poser la question du coût. Il faut effectivement se poser la question de l'accessibilité au poste de travail, travailler avec les équipes de Cap Emploi. Et puis, à un moment donné, on ira sur du concret et on verra quels sont les moyens d'accompagner l'entreprise. Mais pour moi, il y a vraiment, c'est pas une difficulté. Oui. Voilà. Je peux illustrer d'un exemple très concret d'un aménagement à, je crois que c'est 2 €. Une personne qui avait dans la mise en rayon dans un magasin de grande distribution qui était en difficulté, qui avait une difficulté cognitive pour gérer ses pauses, les retours aux pauses, elle ne voyait pas le temps, etc. Et au final, il suffisait juste d'ajuster en mettant un petit réveil minute pour les œufs. Là. Vous savez, vous mettez... Oui. Donc on mettait sur 10 minutes, quand elle partait en pause, elle mettait 10 minutes, elle savait qu'elle devait revenir, là où avant, elle oubliait de revenir, ça énervait tout le monde dans son équipe, etc. Ouais. Donc aménagement, 2 €. Excuse-moi, on n'a pas fait de dossier d'aménagement de poste auprès de la GFIP. Là, il n'y a pas eu besoin. Je crois que c'était bien vu de votre part. Est-ce qu'une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire auprès des équipes, des collègues, sur l'image qu'on a des collègues en situation de handicap? Est-ce que ça aussi, ça peut être un frein pour un employeur? Alors c'est un frein extrêmement présent. Sensibiliser le collectif de travail à l'arrivée d'une personne en situation de handicap, ça doit s'anticiper, ça doit se préparer. Donc nous, au niveau de la GFIP, on va avoir un rôle peut-être un peu plus global, un peu plus généraliste. On va voir les entreprises pour qu'elles structurent leur politique handicap et qu'elles s'engagent dans une vraie volonté d'accompagner les personnes en situation de handicap. Et donc nous, on va agir sur l'ensemble du collectif de travail, sur la ligne managériale, sur évidemment le CODIR. Et aujourd'hui, on a des outils extrêmement intéressants avec des modules d'appui à la professionnalisation, mais on a aussi des jeux, on a des serious games. Enfin, on a une palette d'outils pour accompagner les équipes d'une entreprise et leur faire comprendre qu'effectivement, les stéréotypes qu'on peut avoir au départ, rapidement, ils vont être gommés. Et finalement, on va se dire, ah ouais, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Alors, juste... non, allez-y. Non, c'est pour compléter, parce qu'effectivement, on est en complète... Enfin, nos équipes respectives, elles sont en complète articulation sur ces sujets. Et effectivement, je pense qu'il y a une question d'alignement d'une stratégie de recrutement, d'accueil de personnes en situation de handicap et ensuite d'accompagnement de ces équipes en situation de handicap, parce que c'est pas que le sujet de l'accueil, mais c'est après de la vie dans l'entreprise et de l'évolution de carrière. La question de la transparence qui a été évoquée tout à l'heure en disant j'évoque mon handicap ou pas. C'est pas une question de le mettre sur la table, c'est d'apprendre à savoir comment en parler. Donc comment mettre en face de dire je suis en situation de handicap, j'ai éventuellement besoin d'un aménagement ou de certaines choses. Comment on peut mettre ensemble, mais j'ai déjà des pistes. Donc c'est bien se connaître et c'est apprendre à en parler pour apporter des solutions et pas des problèmes. Oui. Et puis du côté de l'entreprise, c'est ce que disait Arnaud, c'est vraiment de pouvoir afficher, je dirais, une stratégie incarnée et visible pour tous, donc d'une direction générale, des partenaires sociaux lorsqu'ils sont présents dans les plus grosses entreprises,
des collaborateurs qui vont avoir le quotidien. S'il y a une stratégie complètement incarnée, complètement lisible et complètement soutenue par la direction générale, à la maille des postes de travail, ce sera facilitant. Et juste un dernier mot, parce que je trouve ça intéressant. Il y a, moi, je pense que pour les entreprises, il y a la peur de mal faire. Il n'y a pas d'entreprise malveillante ou spontanément qui disent le handicap, non, pas du tout. Souvent, les recruteurs, ils savent pas comment en parler. Ils ont peur d'aller peut-être sur des questions illégales, sur de la discrimination. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on accompagne les entreprises et les recruteurs à mieux intégrer la question du handicap dans leur processus de recrutement et à parler de besoins spécifiques, à être plutôt dans l'ouverture et à être plus serein pour aborder cette question-là. Mais on est sur un salon du recrutement, il y a plein de recruteurs. Spontanément, ils n'écartent pas les personnes en situation de handicap. Ils ont parfois peur de mal faire et ils se disent inconsciemment, je ne pose pas la question, comme ça au moins j'aurai pas de difficulté. Oui, voilà, c'est ça. Avant de parler de l'alternance, justement, et pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez dit une phrase qui m'a interpellé, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mais qu'est-ce que découvre un employeur, justement, une fois qu'il l'a recruté? Qu'est-ce qu'il se dit, mince, mais j'aurais dû le faire bien plus tôt, c'est facile finalement? Alors, je vais rappeler des évidences. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap en France, c'est 12%. Quand le taux de chômage, on va dire, traditionnel, classique, il est à 7,5 peut-être aujourd'hui, ou peut-être un peu plus haut. C'est la double peine quand on est en situation de handicap, qu'on est à la recherche d'un emploi. On reste souvent plus longtemps inscrit. Ça veut dire que quand vous tendez la main ou quand vous donnez la chance à une personne en situation de handicap pour ses compétences, et j'insiste à nouveau, pour ses compétences, elle vous le rend au centuple. Ouais. Elle va se battre, elle sait que il faut pas passer à côté. Donc on a des études qui démontrent aujourd'hui que les personnes, elles sont pas plus absentes que les autres, elles restent en emploi, et ça fait changer le regard. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui au départ avait un petit peu d'appréhension, il se dit finalement elle est engagée, elle est impliquée, elle me démontre tous les jours qu'elle a de la compétence et que j'ai bien fait de la recruter. Et ça touche tout l'environnement. Et souvent, moi, les chefs d'entreprise qui se sont engagés pour une première fois, quand on les revoit quelques mois après, la première remarque, c'est de dire qu'est-ce que j'ai été bête de ne pas le faire avant. Oui, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Si je peux compléter également, je pense qu'il peut également se dire que c'est un sujet qui finalement est très fédérateur dans une entreprise. Parce que pour le coup, c'est un sujet qui va embarquer tout le monde. La direction générale, les managers, les collègues de proximité, enfin en proximité. Donc c'est assez, les partenaires sociaux également. Donc c'est très fédérateur et ça, je pense qu'on a besoin de choses un peu plus fédérateurs ou tristes, je sais pas, oui, dans les entreprises en ce moment. Je pense qu'ils découvrent aussi que si effectivement il y a des mesures un peu techniques qui peuvent être mobilisées, etc., ils découvrent aussi qu'il peut être accompagné. Il y a beaucoup de services, des mesures, les services de la GFIP, les services de Cap Emploi, tous nos services de l'écosystème avec lesquels on travaille. France travaille également sur le recrutement, où on est aligné aussi au service de ces sujets-là, de l'entreprise et des candidats. Et nos services sont délivrés, je dirais, gratuitement pour l'entreprise. Ça, c'est aussi important de le signaler, pour leur faciliter ces sujets, parce que le travail d'un chef d'entreprise, c'est de faire tourner sa boîte. Bien sûr. C'est pas de travailler à monter un dossier ou voilà. Ouais. Et alors, des entreprises, il y en a beaucoup aujourd'hui sur cette fête des métiers et de l'alternance. Et justement, est-ce que l'alternance, c'est une porte d'entrée intéressante également pour les personnes en situation de handicap? C'est la meilleure. Moi, je vous dis, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que on se l'est dit au début de notre échange, il y a encore des stéréotypes, il y a encore de l'appréhension pour les recruteurs, pour les entreprises. Et finalement, l'alternance démarre quasi exclusivement par un CDD. Il n'y a pas de prise de risque sur un CDD. Et sur un CDD, on a le temps de se découvrir des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a le temps de rassurer l'employeur à travers ses compétences, mais aussi à travers la prise en compte du handicap, qui souvent n'est d'ailleurs pas un sujet au bout de quelques semaines ou même au bout de quelques jours. Et ça laisse du temps. Il n'y a pas cette contrainte de finalement j'ai proposé un CDI, attention, la période d'essai va arriver à sa fin, il faut que on a du temps pour se découvrir. Et puis on a fait une enquête récemment au sein de la GFIP. On sait que 70% des personnes en situation de handicap qui démarrent un contrat en alternance en CDD sont recrutées à l'issue en CDI. D'accord. Ce qui prouve bien que des deux côtés, ça fonctionne. Donc moi, je dis l'alternance, c'est la meilleure chance d'intégrer une entreprise. Évidemment, si les entreprises proposaient tout de suite un contrat à durée indéterminée, j'en serais évidemment ravi. Ce serait formidable. Ravi. Mais
l'alternance, c'est en tout cas une solution extrêmement positive. Alors, pour être complémentaire, effectivement, le sujet de l'alternance, ça peut permettre l'accès au premier emploi. Donc ça, c'est déjà important et finalement assez jeune. Et en ces périodes, avec les allongements des durées de carrière, commencer à avoir un contrat de travail jeune et de cotiser jeune, c'est finalement un bénéfice direct pour la personne elle-même, si je prends cet angle complémentaire. Et puis, c'est aussi une façon de se repositionner professionnellement tout au long de sa vie professionnelle. Quel que soit l'âge, puisque le sujet aussi pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'il n'y a pas de condition d'âge pour l'accès au contrat d'apprentissage, en l'occurrence. Donc on peut être un jeune alternant de 50 ans en situation de handicap. Possible. Et ça, c'est possible, c'est prévu. Et c'est également intéressant parce que souvent, quand on avance dans sa vie professionnelle, on peut être contraint de changer de travail ou on peut choisir de changer de travail. On voit beaucoup de gens à 30, 40 ans aujourd'hui qui disent finalement je deviendrai bien fleuriste, passer un CAP de fleuriste après avoir eu une formation autre. Donc tout ça, c'est rendu possible et ça permet de continuer à travailler tout en se formant sans avoir un espèce de sentiment peut-être parfois de retour à l'école unique. Voilà, donc on continue sa carrière. Donc c'est vraiment accès au premier emploi ou repositionnement professionnel, évolution professionnelle. Ça peut être une étape aussi en disant je fais un BTS en alternance et ensuite je fais un master. Donc c'est aussi structurer autrement son enseignement supérieur. Oui. Voilà. Et un dernier mot en complément de ce qu'a dit Anne-Cécile. En cette période économique un peu morose, un peu incertaine, il y a des aides financières de la GFIP en complément des aides de l'État. Évidemment, on ne recrute jamais une personne en situation de handicap pour avoir de l'argent. Évidemment, à compétences égales, cette aide financière, elle est peut-être bienvenue. On a des aides qui vont jusqu'à 3 000 € selon la durée du contrat, en plus de l'aide financière de l'État. Donc parfois, c'est de la discrimination positive. Peut-être ça peut faire pencher la balance pour le candidat en situation de handicap à partir du moment où, évidemment, il a les compétences qui correspondent aux besoins de l'entreprise. Et je veux juste quand même rappeler sur l'alternance, parce que c'est vraiment un sujet d'opportunité. Beaucoup d'entreprises privées, mais publiques également, il y en a qui sont présents ici, les collectivités, recrutent aussi en alternance. Donc les contrats en alternance, c'est possible pour les personnes en situation de handicap dans le secteur privé comme dans le secteur public. Et vraiment, c'est important de développer cette information-là. Est-ce qu'il y a une réussite justement d'intégration ou de recrutement qui vous a marqué, que vous avez en tête et que vous aimeriez partager à titre d'exemple, par exemple? Vas-y. Je commence? Oui, vas-y Anne-Cécile. Alors moi, c'est pas qu'elle m'a marqué, c'est qu'elle m'a touchée en fait, d'une jeune femme qui pour le coup était plutôt une jeune candidate à l'alternance de 23-24 ans et qui se destinait au métier de l'aide aux personnes âgées, donc en EHPAD, en collectivité plutôt. Et c'était une personne qui était malentendante, sourde malentendante. Et en fait, dans l'accompagnement qui lui était proposé, elle rencontrait beaucoup d'idées. L'organisme de formation disait ça va pas être possible, les EHPAD étaient un peu frileux, etc. Donc en fait, on a travaillé avec elle à la valorisation de ses soft skills, donc de ce qu'elle aimait faire, pourquoi elle voulait le faire, et donc son projet pour qu'elle puisse le porter en pitch. Déjà, on a fait une mise en situation professionnelle qui lui a permis de découvrir cela. Et finalement, dans l'organisme de formation, elle a été une des meilleures élèves parce qu'elle était placée au premier rang, parce qu'il fallait qu'elle entende bien. Donc du coup, elle était consciencieuse et elle avait un vrai enjeu pour ça. Et en EHPAD, aujourd'hui, c'est une jeune femme qui est donc auxiliaire de gériatrie, qui se trouve finalement, j'ai envie de dire, aussi sourde que les personnes qu'elle accompagne. Donc du coup, qui va avoir un lien très fort humain avec eux, en les regardant en face pour s'occuper d'eux, en leur touchant l'épaule parfois. Donc des savoir-être qui finalement sont complémentaires aux éléments techniques qu'elle a acquis par sa formation, mais qui font d'elle qu'elle est très bien identifiée et par les résidents de l'EHPAD et par son employeur. C'est un très bel exemple. Ouais. Finalement, aujourd'hui, si on devait résumer, la priorité, c'est quoi? C'est sensibiliser, c'est former, c'est recruter coûte que coûte. C'est quoi la priorité? La finalité, c'est le recrutement, évidemment. Avant d'arriver au recrutement, pour moi, il faut sensibiliser. C'est-à-dire que plus on va parler de handicap tous les jours, plus ça va devenir le domaine commun, finalement. On gagnera du terrain par rapport à ça. Après, évidemment, il faut former, mais il faut être capable de parler du handicap comme on en parle, comme on parle de tous les sujets aujourd'hui dans la société. Et aujourd'hui, sensibiliser les équipes de recrutement, sensibiliser les managers, sensibiliser les DRH, les CODIR, les partenaires sociaux.
voilà, déconstruire les idées reçues sur la question du handicap. Ça amènera effectivement à de l'ouverture. On recrutera des personnes qui correspondent peut-être pas tout à fait, comme disait tout à l'heure Anne-Cécile, le mouton à 5 pattes, ben oui, ça n'existe pas. Donc ça passera peut-être par de la formation, plus d'accès à la formation pour les personnes en situation de handicap, et ça aboutira par proposition d'un contrat de travail. Ce que cherchent évidemment tous les candidats qui sont présents ici et toutes les personnes en situation de handicap qui ont cette volonté de travailler. Mon dernier mot, c'est de dire aussi que paradoxalement, on parle de pénurie de main-d'œuvre sur certains métiers au jour d'aujourd'hui et on écarte encore certains profils en situation de handicap. Moi, j'ai tendance à dire, attention, les personnes en situation de handicap, c'est peut-être une réponse à la pénurie de main-d'œuvre. Elles ont des compétences dans ces métiers-là. Regardez plus attentivement leur parcours, leur CV, invitez-les et peut-être que vous aurez une réponse à votre besoin de recrutement. Anne-Cécile? Alors en complément, effectivement, l'information au sein de l'entreprise, elle est essentielle. Donc les directions, enfin, les collectifs de travail, les managers, etc. Les personnes elles-mêmes, je pense que c'est important d'informer les personnes elles-mêmes et de leur apprendre aussi à savoir parler de leur situation de santé ou de handicap dans un environnement ou de formation ou professionnelle pour qu'on puisse les guider. Je pense qu'il y a vraiment aussi un enjeu autour de la promotion, la formation des métiers, des filières qui recrutent, comme le disait Arnaud. Ça, c'est vraiment essentiel. La table ronde précédente était sur l'industrie et oui, qui, effectivement, est recruteur de CAP à Bac+5, oui, et y compris pour les personnes en situation de handicap, mais qui sont des métiers plus ou moins encore connus. Il y a le développement des métiers et des filières qui n'existent pas aujourd'hui ou qu'on connaît mal aujourd'hui et qui seront pourvoyeurs d'opportunités dans les prochaines années. Donc, il y a vraiment une question d'aller rechercher de l'information, de se documenter, à la faveur des stages, des immersions professionnelles, d'essayer de capitaliser aussi sur cette connaissance des opportunités à venir. Et puis d'arrêter aussi peut-être de stopper ses propres biais, parfois les uns et les autres. J'ai l'idée par exemple d'un hôpital avec lequel on travaille en Essonne. Alors on parle hôpital, tout le monde pense infirmier. Bon, ok, si on a un infirmier, il trouvera du boulot, il n'y a pas de problème. Mais dans un hôpital, pour faire tourner un hôpital, il y a plein d'autres métiers. Il y a les métiers de la régulation, il y a les métiers du back-office administratif, etc., qui sont peu connus et qu'il faut promouvoir aussi, parce que ça peut être aussi des opportunités d'emploi pour des filières techniques, tertiaires, informatiques. Bien sûr. Et voilà, donc c'est vraiment essayer d'ouvrir ces chakrins. Et je le rappelle parce que là on est sur un forum beaucoup avec des jeunes, même si je vous dis l'alternance c'est pour tous les âges. Les familles, elles ont un rôle d'amplificateur de ces opportunités d'emploi et de soutien. C'était très complet. Pour terminer, je crois que la GFIP, j'ai cru entendre que vous recrutiez, vous cherchiez une alternante ou un alternant. Alors, merci beaucoup pour cette passe décisive que je prends bien volontiers. On recherche pour septembre effectivement un ou une chargée de communication en alternance avec peut-être une spécialisation événementielle. Les 40 ans de la loi en 2027, la loi de 87, les 40 ans de la loi mais qui ont créé aussi la GFIP qui aura 40 ans l'année prochaine. On aura un événement évidemment d'importance en Ile-de-France et on organisera aussi, c'est une avant-première en 2027, l'université des référents, du réseau des référents handicap en Ile-de-France et on cherche évidemment quelqu'un pour accompagner la délégation régionale pour ces deux événements d'ampleur. Donc oui, venez nous voir sur notre stand à GFIP et déposez votre candidature si vous recherchez un poste en communication. Et si la personne nous regarde en replay, on peut aller sur votre site internet? Exactement, sur le site internet de la GFIP, vous retrouverez effectivement les offres d'emploi. Et puis sinon, vous tapez AGFIP Île-de-France, vous trouverez les coordonnées, une adresse mail et vous pouvez envoyer votre candidature. Et n'hésitez pas à dire si vous venez via 20 minutes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et cette interview est à retrouver évidemment en replay sur notre site internet 20minutes.fr. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants.